Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la brèche. Lombosa Maxime Koné est l'invité de ce dimanche. Ancien leader syndical de la fin des années 90, ancien président du conseil régional de la Boucle du Moun, enseignant à l'ENAM à l'époque, aujourd'hui il est député MPP à l'Assemblée nationale. Monsieur Koné, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Nous avons 1 heure pour décrypter, commenter et analyser l'actualité nationale et internationale. Une actualité dominée cette semaine, bien entendu, par les attaques de l'ambassade de France et de l'état-major, et une actualité également dominée par le procès des conjurés du 16 septembre 2015. Voici pour les points focaux de cette actualité de la semaine. Mais nous allons d'abord commencer cette émission, comme il est de coutume, par des questions d'ordre beaucoup plus personnel. En commençant par nous interroger sur vous-même et sur votre parcours, votre engagement. Vous avez été leader syndical estudiantin, vous vous retrouvez aujourd'hui dans la politique. Est-ce que vous direz que c'est la continuité du même engagement? Écoutez, je crois que à un certain moment de notre vie, bien sûr au moment où c'était la période vraiment, je dirais, la plus propice pour déjà marquer son engagement et pour la défense de l'intérêt général, pour des causes, n'est-ce pas, de tout le monde. Et nous sommes un peu illustrés à ce niveau à l'université de Ouagadougou par la création d'une association estudiantine et l'Union nationale des étudiants du Faso que j'ai dirigée pendant quelques années, avant bien sûr de mettre l'accent sur mes études, parce que l'étudiant c'est d'abord celui qui étudie. Et je suis allé à Dakar et après bien sûr un 2 en droit, en faculté de droit et des sciences politiques. J'ai obtenu à Dakar une maîtrise en droit public et option relations internationales, puis j'ai fait l'école doctorale régionale africaine où j'ai obtenu un 2A. Et parallèlement, j'ai fait le centre d'études stratégiques et diplomatiques de Paris où j'ai obtenu un diplôme d'études diplomatiques supérieures. Et rentré au pays, j'ai été d'abord enseigné pendant quelques années à l'ENAM, à la section diplomatie. Et par la suite, j'ai été nommé directeur de la formation professionnelle. Et ensuite, j'étais au secrétariat permanent de la politique nationale de bonne gouvernance, où j'étais administrateur chargé de la gouvernance locale. C'est de là-bas que j'ai été élu conseiller municipal dans mon village, Kemena. Et après, j'ai été élu conseiller municipal au secteur 5 de Nouna. Et c'est de là que je suis allé au conseil régional, non pas comme président, mais comme d'abord président de la commission environnement et développement local. En 2011, malheureusement, nous avons perdu le président Tibiri Otien et nous avons procédé à de nouvelles élections. C'est à la suite de ces élections, en 2011, que j'ai été élu président du conseil régional de la Boucle du Moun. Et encore en 2013, j'ai été réélu. Et je fais remarquer aussi que j'ai dirigé l'association des régions de Burkina Faso, ARBF. Alors, parlons-en de ce syndicat étudiant, l'UNEF, que vous avez créé. Oui. Une génération d'étudiants considère que l'UNEF avait une proximité suspecte avec le pouvoir de la 4e République. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Écoutez, je crois que c'est un disque que nous avons assez écouté quand nous étions étudiants, parce que nous avons eu la ferme conviction que l'université est un espace pluriel où les étudiants devaient s'exprimer de manière plurielle. Et nous savons bien que ce pays a eu une évolution politique, autant sur le plan politique. En 1991, nous avons eu une ouverture démocratique où il y a eu le pluralisme, hein, et l'université aussi, qui est le temple du savoir, de la contradiction. Il fallait que chaque étudiant, en fonction de ses convictions, en fonction de son orientation, puisse diriger, puisse militer dans le syndicat et dont il était convaincu qu'il pouvait défendre ses idéaux. Alors nous ne nous sommes pas inscrits dans un certain nombre de logiques de lutte de gauche ou de révolution, mais nous avons cru que notre lutte devait se limiter à la défense des intérêts corporatistes des étudiants. Et c'est ce que nous avons fait et nous nous sommes assumés. Et nous sommes très fiers d'avoir été
le premier leader de l'Union nationale des étudiants du Faso. On parle aussi de votre proximité avec d'autres acteurs politiques. On commence par Salif Diallo. Écoutez, Salif Diallo, pour moi, était mentor politique. J'ai travaillé avec lui, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, au-delà même de peut-être cette proximité politique. Salif Diallo est pour moi un grand frère à qui je dois une fière chandelle. Parce qu'il a été, pour beaucoup de jeunes comme moi, en tout cas un accompagnant, un conseiller, un soutien, et puis surtout quelqu'un qui a pu dérouler en tout cas une vision sur la base de conviction et d'engagement. Je crois que j'ai admiré en l'homme deux éléments essentiels, c'est l'audace et le courage. À une étape donnée de votre évolution syndicale, on vous a également prêté une certaine proximité avec M. Herman Yamiogo. Écoutez, je crois que c'est une tradition de certaines personnes. Tant que vous ne réfléchissez pas comme eux, on vous classe dans un camp. Et je crois qu'il est tout à fait normal, quand on est leader syndical, qu'on puisse discuter avec un certain nombre de personnalités pour avoir une certaine idée sur certaines questions. Je sais qu'en 1998, lors de l'affaire Norbert Zongo, nous avons eu de contact avec beaucoup d'acteurs politiques qui avaient comme souci premier, effectivement, qu'il y ait la lumière sur l'affaire Norbert Zongo. Du reste, et quand il y a eu la mort de Norbert Zongo, c'est que les gens ne savent pas, mais ceux qui étaient sur le campus universitaire le savent, et nous étions les premiers à nous opposer à ces pratiques. Parce qu'il était même admis à un certain moment dans ce pays, on dit on te fait et il n'y a rien. Et après la mort de Norbert, nous avons dit que c'était vraiment l'assassinat de trop. Nous avons pris notre responsabilité avec d'autres camarades sur l'université. Nous avons tenu le premier meeting après le décès de Norbert Zongo à l'université. C'est nous qui avons conduit les étudiants à la famille Norbert Zongo. C'est nous qui avons conduit les étudiants au niveau de la mort pour empêcher qu'on enlève le corps de Norbert Zongo et pour aller l'enterrer à sa pluie, parce qu'on disait que effectivement tout ce qui est mort violente, etc., et doivent être gérés de manière, je dirais, circonscrite. De Salif Diallo à Herman Yamiogo, c'est une question peut-être un peu polémique. Lequel étaient les marionnettistes derrière l'UNEF? Non, il n'y a jamais eu de marionnettistes derrière l'UNEF. L'UNEF a toujours travaillé sur la base de ses convictions, de sa volonté de donner un espace pluriel aux étudiants, de sa volonté de permettre aux étudiants de s'exprimer de manière claire. Et donc, je refuse aujourd'hui que quelqu'un dise qu'il y a eu telle ou telle manipulation. Ceux qui parlent de cela, ils étaient manipulés par qui? C'est ça la réalité. En regardant dans le rétroviseur certaines revendications syndicales de l'époque, maintenant que vous avez changé de perspective, vous êtes aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, vous contrôlez l'action gouvernementale, est-ce que vous direz que certaines de ces revendications sont aujourd'hui, avec le recul utopique, et ne sont pas réalisables? Et écoutez, on n'a pas forcément le même regard sur une situation quand on est à l'université que quand on est à l'Assemblée nationale. Vous voyez, on était dans une perspective de penser que l'État avait des capacités illimitées et de penser de manière légitime que les étudiants devaient être traités de manière particulière par rapport aux autres citoyens, par rapport aux autres jeunes du pays. Mais nous avons aussi, en son temps, pensé que des mesures suffisantes n'étaient pas prises pour que l'université soit réellement le temple du savoir et que les conditions de vie et d'études intéressaient peu les leaders. Et donc, politique en son temps. Mais aujourd'hui, la réalité nous fait croire qu'il faudrait avoir une lecture globale de la nation et que les étudiants que nous étions à l'université faisaient partie intégrale d'une nation où il y a plusieurs acteurs, où les préoccupations sont, je dirais, nombreuses et que chaque citoyen devait avoir sa part dans ce qu'on pourrait appeler la redistribution équitable des fruits de l'économie du pays. Alors, président du conseil régional de la Boucle du Moun sous la bannière du CDP, vous avez ensuite rejoint le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Cette migration du CDP
au MPP? Était-ce par conviction ou par opportunisme politique? Écoutez, dans l'histoire de tous les acteurs politiques, dans le combat politique en Afrique comme ailleurs, il y a eu des évolutions dans les positions des hommes politiques. Et on rentre dans un parti politique sur la base de principes, de valeurs et de convictions. Et à un certain moment, si on sait que ces convictions ne sont plus véhiculées et que, je dirais, il y a un glissement vers des objectifs qui sont aux antipodes de l'intérêt supérieur de la nation, on est en droit de prendre ses responsabilités et puis de faire un choix qui est dans le sens du peuple. Et nous restons convaincus que le mouvement du peuple pour le progrès était le cadre dans lequel on pouvait porter un certain nombre de valeurs, on pouvait porter un certain nombre de progrès pour ce pays et pour le peuple burkinabé. Peut-être une dernière question sur votre vue de militant syndical estudiantin. Des transfuges de l'UNEF à l'époque avaient créé le MEFA, le mouvement des étudiants du Faso. Dans le fond, quelle était la divergence fondamentale entre vous? Et écoutez, nous sommes arrivés à un certain moment où il s'est posé des questions de leadership. Et c'est ce qui était tout à fait normal. Et certains camarades, en son temps, voulaient la direction du parti, malgré qu'ils n'avaient pas pris le cheminement classique que nous avions ensemble convenu pour être premier responsable de ce parti. Et je crois que la majorité des étudiants qui étaient avec nous, qui étaient dans notre syndicat, ont trouvé à l'époque qu'il était inadmissible qu'un certain nombre de personnes qui n'ont rien prouvé, qui n'avaient pas encore l'expérience ou la capacité de diriger l'association et de vouloir revendiquer la direction, n'est-ce pas, de notre association. Et je crois qu'à la suite de cette divergence, effectivement, ces camarades se sont démarqués et ils ont pris une autre voie, ils ont pris leur aventure. Voici ce qu'on pouvait dire sur votre vie syndicale et militant estudiantin. On revient sur des questions d'actualité, à commencer par ces deux attaques simultanées. Ambassade de France, état-major général des armées, il est environ 10 heures quand des coups de feu retentissent. Ensuite, on a cette explosion. Quand vous avez ces informations, comment est-ce que vous réagissez? Écoutez, vous allez me permettre d'abord de m'incliner devant la mémoire de ceux qui sont morts pour que ce pays reste debout. Et dans le même ordre d'idée, je voudrais souhaiter en tout cas un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés aujourd'hui. Alors, j'étais chez moi à Nouna quand il y a eu l'attaque. J'étais allé pour accompagner le médiateur du Faso qui avait des rencontres statutaires, qui avait des rencontres pour en tout cas dire ce qu'était le médiateur du Faso et surtout recueillir les avis des populations. Donc c'est dans ce cortège que nous avons eu l'information qu'il y avait des coups de feu au niveau du centre-ville de Ouagadougou. Et nous avons dit que d'abord, premièrement, nous avons directement, comme c'était vendredi, et nous avons pensé effectivement à ces attaques terroristes, mais il y a eu beaucoup d'informations qui n'étaient pas maîtrisées et qui tendaient à faire croire que ce n'était pas seulement l'ambassade de France ni l'état-major et que d'autres sites stratégiques comme le Premier ministère, comme un certain nombre de camps militaires étaient attaqués. Donc cela pouvait faire croire à d'autres choses. Mais après le recoupement des informations, nous nous sommes rendus compte qu'une fois de plus, nous sommes victimes d'une attaque terroriste. Alors, deux attentats simultanés. Là, il ne s'agit plus de paisibles citoyens à la terrasse d'un café ou dans un hôtel. On a carrément des cibles militaires bunkérisées. L'ambassade de France avec tous les dispositifs sécuritaires qui est en place là-bas et l'état-major général des armées qui avait été effectivement renforcé d'un point de vue de son dispositif sécuritaire. Alors, est-ce que vous pensez que, de par la nature de ces cibles, nous sommes à un tournant de la guerre asymétrique contre le terrorisme? Mais écoutez, déjà à partir de 2016, quand il y a eu les attaques en plein cœur de Ouagadougou, je vais parler de Splendide et de Capuchino, j'avais fait un écrit qui était intitulé « Montée du terrorisme au Burkina Faso, rétrospective pour une guerre d'usure en perspective ». J'avais déjà annoncé qu'on devait avoir à l'esprit qu'on allait faire face à une guerre d'usure et que c'est une guerre qui n'allait pas se terminer de sitôt et qu'on devait prendre les mesures conséquentes et qu'on devait désormais
se dire que c'est soit, n'est-ce pas, c'est barbares, soit c'est la nation. Et dans cette perspective, avec ces attaques, on peut croire qu'un autre pas a été franchi, mais toujours est-il que quand on connaît un peu la méthode de ces djihadistes, si on a un certain nombre d'informations et par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire, on peut ne pas être très surpris. Mais on sait qu'il y a eu un certain nombre de précédents, et notamment dans la sous-région. Nous savons qu'il y a une organisation qui est en train de se mettre en place, qui va permettre de mutualiser les forces des pays qui sont touchés par ce phénomène. Et il y va de soi que la mise en place de tels dispositifs inquiète, n'est-ce pas, les mouvements djihadistes, et qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des actions spectaculaires pour mettre en doute les États, pour décourager les États à cette union. Alors, au cours de la conférence de presse donnée le vendredi dans la soirée, le ministre de la Défense, Pegwende Clément Sawadogo, a annoncé qu'une réunion du G5 Sahel devait se tenir dans la salle de l'état-major qui a été soufflée par l'explosion du véhicule piégé. Est-ce que quand vous avez une information comme ça, vous vous interrogez sur des complicités éventuelles au sein de la hiérarchie militaire? Écoutez, on ne peut pas de prime abord parler d'une complicité. Je crois que l'enquête va révéler les tenants et les aboutissants de cette attaque. Mais toujours est-il que les terroristes, dans leur mode opératoire, cherchent toujours à avoir des gens à l'intérieur, à avoir des complices qui leur donnent un certain nombre d'informations sur les sites stratégiques avant d'agir. Donc, de ce point de vue, d'une manière globale, on ne peut jamais exclure la possibilité, en tout cas, d'une complicité. Mais dans le cas présent, je crois que les enquêtes vont nous révéler si oui ou non il y avait vraiment un certain nombre de complicités. Du reste, les informations que nous avons eues, comme vous l'avez rappelé, je crois que c'est le ministre de la Sécurité et non le ministre de la Défense. Oui, pardon, le ministre de la Sécurité. Voilà, effectivement, qu'il y avait une réunion qui était prévue. Donc, je conviens qu'il y a une coïncidence troublante et qui peut aiguiser la curiosité à amener à aller au fond de l'enquête pour essayer de déceler des éléments, n'est-ce pas, de trahison ou bien des éléments de complicité. Alors, l'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, avec à sa tête le Touareg malien Yad Agrali. Quelle lecture vous faites de cette revendication-là? Ben, écoutez, il y a eu un certain nombre d'attaques déjà dans notre pays, d'autres ont été revendiquées, d'autres n'ont pas été revendiquées. Et nous savons que déjà les groupes djihadistes aussi de la sous-région essayent de s'organiser face aussi à l'organisation qui est en train d'être mise en place par les États, et que déjà il y a eu une coalition. Vous avez bien parlé du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est un groupe qui est né de fusion de trois groupes qui étaient aussi, des groupes qui sont actifs au niveau de l'espace sahélien. Il s'agit bien sûr du groupe Al-Mourabitoun, de l'Algérien Belmokhtar, et bien sûr du groupe Ansardine, et du même Yad Gali, et puis il y a un autre groupe qu'on appelle l'Émirat du Sahara. Je crois que c'est ces trois groupes qui se sont coalisés. Et lors de l'annonce officielle de cette fusion, nous avons vu dans les vidéos à leur côté Amadou Koufa, qui est le patron de la Katiba Massina et qui est, je dirais, l'idéologue, et c'est lui qui a formé les responsables du groupe qui a sévi à un certain moment au nord, et Ansarul Islam, avec bien sûr Malam Diko, aujourd'hui remplacé par Jafar Diko. Alors, le 14 février dernier, une opération de la force Barkhane se solde par la mort, en tout cas, d'un des lieutenants de Yad Agrali et de certains de ses combattants. Et ces attaques de Ouagadougou seraient justement des opérations de représailles en réponse à ce qui est arrivé au lieutenant de Yad Agrali. Écoutez, je crois que dans le communiqué, il a été fait mention de cette opération française qui a eu lieu il y a deux ou trois semaines, où effectivement un lieutenant
je dirais, de premier plan de Liag Agali a été tué, notamment le djihadiste Hassan Al-Ansari. Et bien sûr, c'est un nom d'emprunt, il est d'origine malienne. Il était un des lieutenants fidèles déjà de Mokhtar Bel Mokhtar au niveau du groupe Al-Murabitoun. Donc, vraisemblablement, je crois que ça peut être une revanche, mais je crois qu'il y a un certain nombre de concours de circonstances qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que Ouagadougou est particulièrement visé et que peut-être ils veulent faire de Ouagadougou, je crois, le ventre mou de tout le système au niveau de la bande sahélienne. Ventre mou pour ventre mou, justement, il s'est dit que le système de renseignement national est le ventre mou, en fait, de notre système sécuritaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, la lutte contre le terrorisme est une approche systémique, c'est une approche globale. Et il y a des écoles, il y a des méthodes, etc. etc. Et il y a, de mon point de vue, l'antiterrorisme qui a beaucoup marché, d'autant plus que quand nous avons regardé de la première attaque au niveau de Capuchino à celle qui est passée par Asie Istanbul, on a vu que nos forces de défense et de sécurité ont amélioré de manière sensible leur temps de réaction parce que leur capacité de projection sur le terrain des opérations s'est considérablement améliorée. Mais là où il y a toujours des difficultés, je pense, c'est au niveau du contre-terrorisme. Le contre-terrorisme met l'accent sur la prévention. Il faut tout faire avant que les terroristes n'étapent. Et cela passe par un certain nombre de dispositifs à mettre en place pour pouvoir recueillir de l'information, aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur. Parce qu'on peut être bien assis à Ouaga pour chercher des informations, mais aussi si on a des antennes, si on a des sources d'informations à l'extérieur, on peut souvent avoir des signaux par rapport à des programmes attaques et qu'on puisse anticiper. Au niveau des pays développés, il y a des surveillances satellitaires qui permettent de déceler les mouvements de groupes terroristes, mais comme nous, on n'est pas arrivé à ce stade, et donc je crois que ce n'est pas un tard ou bien un défaut qui est lié spécifiquement à l'armée, mais je crois que l'approche de cette prévention, elle doit être globale. Cette approche doit intégrer... On a ce sentiment que l'Agence nationale de renseignement tarde à produire véritablement des résultats. Ben, écoutez, comme c'est une structure qui vient d'être mise en place, il faudrait bien sûr un temps pour que cette structure soit rodée, que cette structure puisse déployer ses antennes, que cette structure puisse créer des réseaux qui fonctionnent. Parce qu'un réseau, on ne le crée pas en une année, on ne le crée pas en 2 ans, on le crée sur le long terme. Et ce qu'il faut aussi retenir, et qui est très important, la lutte contre le terrorisme dans tous les pays est une lutte potentiellement ingrate, où les résultats ne sont jamais spectaculaires. Il faudrait construire quelque chose sur le long terme, bien sûr en tenant compte de l'opérationnel, du plus urgent, mais à long terme, il faut articuler une politique très cohérente et une politique très efficace qui va produire des effets. Si on se lance dans la précipitation, on risque d'être toujours surpris si on n'est pas adossé à un système sécuritaire et bien, je dirais, structuré. Hors de chez nous, au Mali voisin, il y a la même problématique du terrorisme islamiste. Le mardi dernier, il y a 7 soldats maliens qui ont sauté sur une mine. Le lundi, il y a 4 soldats de casques bleus également qui sont morts dans les mêmes conditions. La mort des soldats maliens, c'était dans le centre du Mali, dans la région de Mopti. On a un peu ce reflux vers le centre du Mali, après justement que l'international terroriste ait occupé tout le septentrion malien. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut véritablement s'inquiéter quelque part de ce qu'on pourrait considérer comme une progression vers le centre du pays? Écoutez, il fallait s'y attendre. Vous savez qu'après l'occupation du Nord Mali en 2012 et à la faveur de l'opération française en 2013, il y a eu énormément de pertes que ces groupes terroristes ont subies. Et donc, comme ils ont aussi cette stratégie d'aller vers la mobilité et surtout de cibler les zones qui sont potentiellement fragiles pour agir. Et on le sait que dès le départ, les attaques étaient circonscrites au niveau du nord, mais aujourd'hui, le centre et même le sud du Mali aujourd'hui est attaqué. Et une bonne partie aussi du Niger. Et donc il y a un triangle entre le Mali, le Niger et le Burkina qui est comme une sorte de sanctuaire où les groupes terroristes prospèrent et pour agir. Et sans compter aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie qui est adoptée,
c'est de faire une coordination opérationnelle. Tous les groupes se sont rapprochés. Vous savez, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est lié au groupe Al-Qaïda. Il y a d'autres groupuscules terroristes qui sont liés à l'État islamique, mais aujourd'hui, que ce soit les groupes liés à l'État islamique ou bien les groupes qui sont liés à Al-Qaïda, ils sont en train de s'unir. Ils sont en train de s'unir parce qu'ils savent qu'il y a un mécanisme dans les laboratoires qui s'appelle G5 Sahel qui permettra aux pays effectivement du Sahel de s'organiser, de mutualiser leurs forces et pour faire face, n'est-ce pas, à cette menace qui ne fait que grandir. Justement, le 23 février dernier, il y a 414 millions d'euros qui ont été mobilisés à la rencontre de Bruxelles pour justement le financement de la première année, en tout cas, d'opération de G5 Sahel. Est-ce que véritablement la mobilisation de ces financements-là est une raison pour ceux qui veulent installer ce sanctuaire dans la bande sahélo-sahélienne, ce sahélisant, si on peut l'appeler ainsi? Est-ce qu'ils ont des raisons de s'inquiéter? Mais écoutez, mais ça c'est tout à fait normal. Et quand le Burkina Faso mène sa lutte de manière individuelle, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, et de manière individuelle, on connaît la capacité de nos forces armées. De manière générale, les problèmes des armées africaines sont connus en termes d'équipement, en termes de formation, et en termes de renseignement. C'est bien connu, mais on sait que quand les États vont s'unir, ils peuvent en tout cas porter une certaine contradiction militaire à ces groupes terroristes. Donc l'objectif, en tout cas de mon point de vue affiché, c'est que d'anticiper pour faire le maximum de dégâts avant la mise en place de ces groupes terroristes. Et à la limite même, amener les États à douter d'eux-mêmes. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est comme pour eux, c'est la montre qu'ils sont en train de jouer. Donc, ils veulent travailler de telle sorte à retarder le déploiement, n'est-ce pas, de ces forces. Je crois que par rapport à ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais n'oubliez pas que l'approche du G5 Sahel n'est pas seulement une approche militaire, il y a une approche de développement, parce qu'on sait que les deux sont intimement liés. Parce que certains m'indiquent que le développement, c'est l'autre nom de la sécurité. Et si ces mouvements prospèrent, c'est dans les zones de manière générale de pauvreté. Quand vous regardez même en Afrique, la carte même de conflictualité coïncide aussi avec la carte de pauvreté. Hein, toutes les parties de l'Afrique qui sont en proie à ces conflits sont les parties où vraiment sévisse la pauvreté. Donc l'autre réponse du G5 Sahel qui me semble très important, qui n'est pas souvent évoquée, c'est que le G5 Sahel veut apporter une réponse économique pour permettre aux jeunes, pour permettre à la population de ne pas céder, n'est-ce pas, au discours de radicalisation, au discours de haine que véhiculent les terroristes. Alors, cette lutte contre le terrorisme, à terme, comment est-ce que vous l'entrevoyez? Écoutez, la lutte contre le terrorisme, de mon point de vue, va engager, je dirais, des réponses structurelles et puis des réponses, je dirais, conjoncturelles. Et conjoncturel, c'est ce qui se passe, je dirais, en partie aujourd'hui, où on doit éviter de faire de la stigmatisation, où on doit éviter de confondre l'islam et le terrorisme, où effectivement on doit voir tous les acteurs au niveau national s'unir pour faire face. Parce que ce qui est recherché, c'est la division. Ce qui est recherché, c'est la cacophonie. Et quand vous regardez partout où les mouvements terroristes sévissent, c'est dans un contexte d'État fragilisé. Et ils profitent des failles de l'État fragilisé pour s'installer. Et donc, rapidement, voici au niveau conjoncturel ce qu'il faut faire. À cela, bien sûr, il faut ajouter cette démarche qui vise rapidement à relever le niveau sécuritaire, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais quel est le nombre de commandos qui agissent. Et on peut faire de la diversion en attaquant une cible, et puis on mobilise tout le monde vers cette cible, et puis il y a une deuxième attaque qui survient. Et donc, après les mesures conjoncturelles, je crois qu'il faut aller aux mesures structurelles qui passent par un certain nombre de corrections au niveau de nos forces armées. Et il faut permettre à nos forces armées de monter en puissance. Il faut améliorer leur capacité de projection terrestre ou aérienne.
il faut permettre d'avoir une certaine formation. Parce qu'il faut reconnaître que l'évolution des menaces sécuritaires ont évolué en Afrique et il faudrait que aussi nos armées puissent s'adapter à cette évolution. Et dans les années 60, nous étions dans la logique de guerre armée internationale qui s'est déroulée entre des États, liés bien sûr aux questions de frontières. Dans les années 90, on est allé vers les guerres internes et aujourd'hui, nous sommes en train d'embrasser, n'est-ce pas, une nouvelle menace qui s'appelle le terrorisme et qui n'avait pas permis, en tout cas dont nos militaires n'étaient pas formés pour faire face. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de guerre dans la ville. Ça, c'est une nouvelle approche de la guerre. On sait que la guerre se faisait sur des fronts, mais aujourd'hui, on amène nos forces de l'ordre à combattre en ville. Vous prenez un espace comme l'état-major de l'armée, tel qu'il soit, si vous avez des armes lourdes, mais vous ne pouvez pas les utiliser. Ça, c'est la réalité. Et donc, toutes ces nouvelles approches doivent s'intégrer dans nos armées. Au lieu qu'on se limite seulement à des unités spécialisées, il en faut dans toute armée, mais il faudrait que tous les soldats, tous les forces de défense et de sécurité aient une formation de base au niveau du terrorisme. Au-delà de l'armée, il faudrait aussi impliquer les populations. Vous et moi, les journalistes, chacun aujourd'hui, les décideurs politiques, les acteurs du monde économique, chacun doit aujourd'hui être initié à la lutte contre le terrorisme. Parce que chacun doit pouvoir apporter sa contribution. C'est une conjugation d'un certain nombre de facteurs. Alors, au-delà de l'appareil militaire, je crois qu'il y a des questions de développement qu'il faut apporter. Hein, et sur le long terme, il faut pouvoir faire de sorte que les zones qui sont en crise, on puisse avoir le développement. Pendant longtemps, un espace comme le nord du Burkina, on y trouvait plus de mosquées à financement incontrôlé que de dispensaires, que d'écoles, que de points d'eau. Alors, si on revient sur le parcours de radicalisation de Malam Dicko, on voit qu'il était connu de tous et dans cet espace, et qu'il construisait des mosquées, il faisait des prêches, et donc, mais malheureusement, il avait des adhérents parce qu'il manquait le développement. Il y a aussi les questions de la justice qu'il faut revoir, parce que notre système judiciaire n'avait pas été préparé pour faire face aux questions de terrorisme. Et ça, du coup, ça pose le problème de l'aboutissement des enquêtes. Je crois qu'à l'Assemblée nationale, nous avons voté une loi qui permettra de mettre en place des pôles judiciaires spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme. Et l'autre élément dans la lutte contre le terrorisme, c'est le financement. Quand on fait la guerre, quand on fait le terrorisme, on le fait avec de l'argent. Donc il faut travailler à tarir les sources de financement du terrorisme. Donc c'est un ensemble de mesures qu'il faudrait prendre et à court, à moyen et à long terme. On a aussi appris que la nuit dernière, 3 individus ont tenté de forcer, en tout cas, le dispositif sécuritaire au niveau du palais présidentiel. L'un d'entre eux aurait été appréhendé, puis ensuite abattu parce qu'il tentait de s'échapper. Quel commentaire vous avez de ces événements qui interviennent moins de 48 heures après l'attaque de l'état-major et de l'ambassade de France? Écoutez, je vous disais que ça peut participer d'une stratégie. J'ai parlé des questions de commando. On peut venir avec plusieurs commandos, avec des attaques séquencées. Et j'ai suivi un peu cette affaire, mais il me semble qu'il y a plusieurs versions. Alors, à cette version de 3 personnes, il y a une autre version d'un individu à moto. Donc, je crois que du coup aussi, de mon point de vue, et ça m'amène à aborder la question de la communication de crise et dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Je crois qu'il faudrait qu'on ait une communication très calibrée, une communication très dosée et une communication qui permet déjà, dès le début des attaques, de donner l'information vraie. Et nous avons suivi avec beaucoup de dégoût et des interventions des gens qui se disent spécialistes sur France 24 et qui sont en train de dire des choses totalement hors du Burkina Faso, des gens qui disent que l'ambassade de France est très proche de l'état-major, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le Burkina, des gens qui nous disent qu'il y a eu 30 morts, et officiellement on sait qu'il y a eu 8 morts du côté burkina, et puis les soldats qui ont été tués. Donc tout ça m'amène à dire qu'il faut maîtriser la communication. Cette communication maîtrisée permet
de mettre les populations dans une certaine quiétude. Et il y a des informations qu'il faut donner, de mon point de vue, il y a des informations qu'il ne faut pas donner. Et donc, il faut coordonner tout ça pour qu'on ait une communication qui soit très crédible, qui soit fiable et surtout qui rassure. Et si on peut dire que de manière générale, de manière globale, au niveau de la communication d'État, il y a eu une amélioration, mais on doit déplorer tout de même que sur les réseaux sociaux, les gens se sont livrés à certains propos qui n'honorent ni leur personne, ni le Burkina Faso. Donc je crois que s'il y a des situations comme ça, il faudrait qu'on puisse regarder de ce côté pour ne pas laisser couler dans le circuit de l'information des informations qui sont purement erronées, des informations qui sont fausses. Parce que ça y va de l'image de notre pays. La quasi-totalité des assaillants étaient de nationalité burkinabé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais nos confrères de RFI sur leur site, RFI qui affirme également qu'elle détient cette information d'une source proche du dossier. Sur le même site, il est également question d'un militaire radié suite aux mutineries de 2011 qui aurait été, en tout cas, l'un des auteurs des attaques qui ont été perpétrées. Comment est-ce que vous décryptez ces informations-là? Mais écoutez, moi je me dis que d'abord, pour ce que j'ai pu voir et entendre sur ces chaînes d'information, ça m'amène désormais, pour quelqu'un qui connaît ces questions, à prendre avec des pincettes ces informations qui sont distillées ça et là, dont on ne connaît pas la motivation réelle. Et ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas nouveau. Le groupe Ansarul Islam est constitué de Burkinabés au nord. Et en 2012, et pour ceux qui ne le savent pas, il y avait déjà un Burkinabé qui s'appelait Boubacar Sabadougou, qui combattait au Nord Mali. Et donc, on a franchi ce pas de la participation des Burkinabés, des combattants burkinabés, il y a bien longtemps. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est ce qu'on appelle dans l'air jargon des Al-Ansari, ça veut dire un autochtone qui participe au combat. Et cette question, en tout cas, nous amène à beaucoup réfléchir, parce que là, si des compatriotes arrivent, et bien sûr, à être directement mêlés au combat, je crois que ce sont des motifs, je dirais, d'inquiétude. Il y a aussi cette relation de cause à effet entre ces attaques et le procès en cours, en tout cas des conjurés du 16 septembre 2015, qu'une partie de l'opinion, en tout cas, a vite fait d'établir, en pointant notamment du doigt ce qu'elle considère comme les relations sulfureuses entre, justement, les narcoterroristes et l'ancien régime Compaoré. Est-ce que c'est une opinion que vous partagez? Écoutez, moi, j'ai un regard, je dirais, très froid, un regard très lucide par rapport à cette approche de la chose. Et je ne suis pas le seul. Quand vous parcourez les écrits des analystes qui sont spécialisés sur ces questions, vous verrez que ce n'est pas la seule dimension qui est abordée, mais il y a d'autres, bien sûr, dimensions de tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais on dit effectivement que dans le passé, il y a eu un certain nombre de rapprochements avec des groupes terroristes. Et ça, ce n'est pas un secret pour personne. 2012 à 2014, Eliag Al-Ghali était vu à Ouagadougou. Voilà, et il participait à la diplomatie, je dirais, souterraine du régime en place. Et comme on dit au niveau international, il y a ce qu'on appelle toujours le retour de la flamme. Quand vous êtes source pour qu'il y ait de la déstabilisation chez les gens, tôt ou tard, il faut vous attendre à ce qu'il vous ayez le retour de la flamme. L'argument en faveur de l'ancien régime, ce serait de dire que les Burkinabés avaient au moins la quiétude. Écoutez, il y a deux approches dans cette lutte contre le terrorisme. Soit on paye la paix avec la collaboration, soit on est en démocratie, on affronte les terroristes. Je crois que ce sont ces deux postures aujourd'hui, de mon point de vue, qui s'affrontent. L'ancien régime avait décidé de faire la collaboration, aux grandes dames même des pays voisins. Parce qu'au moment où Eliag Al-Ghali était à Ouagadougou, ces hommes étaient en train de tuer des Maliens au nord. Et nous, aujourd'hui, je pense que le président du Faso est très clair.
nous nous situons dans une perspective de la construction d'une démocratie. Et contrairement à ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, le Burkina Faso est plutôt une base arrière pour la coalition internationale pour lutter contre le terrorisme. Le Burkina Faso n'héberge pas des terroristes. Le Burkina Faso ne pactise pas avec les terroristes. Le Burkina Faso a décidé de lutter contre les terroristes. Et je crois que ce message, il est très important, il est très clair. Et je crois que le président du Faso l'a maintes fois affirmé dans ses interventions pour dire que notre pays ne peut plus servir à une base arrière pour déstabiliser d'autres pays. Et le cas du Burkina peut être, sous l'ancien régime, peut être comparé au cas de Dubaï. Dubaï est un pays où beaucoup de choses s'y passent, mais on n'a jamais eu d'attentat à Dubaï. Les gens savent que les riches financiers des groupes terroristes de la péninsule arabique sont là-bas. Donc il y a des pactes on peut passer. Il y a d'autres pays dont je ne citerai pas, qui ont cette posture aussi, qui, à leurs frontières, managent les terroristes, les permet souvent même de rentrer et de replier sur leur territoire quand ils sont poursuivis, mais à la seule condition que ces terroristes ne frappent pas. Sinon, je ne pense pas qu'il y avait un dispositif sécuritaire qui était particulier au temps de Blaise Compaoré et qu'aujourd'hui, nos forces de l'ordre ne peuvent plus faire face à la situation. De toute façon, c'est les mêmes officiers qui étaient hier dans le système sécuritaire, ce sont ces mêmes officiers qui sont là aujourd'hui. Et même, je dirais que cette armée, cet respect dont tout le monde, en tout cas certains sont en train de vanter les mérites, et moi, ma lecture, c'est que c'était une armée dans une armée. Ce n'était pas une branche de l'armée. C'était une armée qui s'était carrément détournée de ses objectifs, et je dirais régaliens, pour servir une cause. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que le Burkina Faso a intérêt à s'allier avec la communauté internationale pour combattre le terrorisme et non à collaborer avec les terroristes. C'est la transition pour aborder l'autre fait marquant de l'actualité de la semaine, en l'occurrence le renvoi du procès du général Gilbert Diendéré, en tout cas du procès de Gilbert Diendéré et de 83 autres. Ministère public contre Gilbert Diendéré et 83 autres personnes, à peine ouvert, à peine suspendu, ou disons même suspendu sine die. C'est une suspension qui vous rassure. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je suis juriste de formation de base. Alors vous savez que ces genres de procès, il y a toujours des exceptions dans l'ouverture du procès. Et on peut interpréter comme on veut, ça peut être lié peut-être à un manque de préparation, je dirais, rigoureuse du procès, mais toujours est-il qu'il faudrait que les conditions, je dirais, objectives soient réunies pour que les accusés soient en tout cas sûrs que leur droit est respecté. Mais ce que je sais que de manière générale, c'est un test pour le Burkina post-insurrectionnel. C'est un test pour notre nouvelle démocratie qui est en train de s'ouvrir. Et de ce point de vue aussi, il y a tous ces victimes de ce coup d'État dont les familles n'ont pas encore fait le deuil parce qu'ils attendent savoir qui a fait quoi, qui est commanditaire, qui est exécutant, etc., etc. Mais ce procès, de mon point de vue, va s'éteindre. Et ce procès va permettre d'avoir la lumière sur ce qui s'est passé. Et donc, même si on est dans le dilatoire des reports, on va le tenir. Et même de mon point de vue, et plus on le tient vite, plus ça profite à ceux qui sont accusés. Je crois que la justice, c'est un espace où chacun pourra dire réellement ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc., etc. Donc, vous parlez tantôt de tests. Il y a une déclaration rendue publique aujourd'hui par des organisations de la société civile qui estiment que c'est véritablement un test grandeur nature pour la crédibilité de la justice burkinabé. Mais tout à fait, là je suis totalement d'accord avec eux. C'est une justice qui a été maintes fois accusée de partialité, de complaisance, etc., etc. L'occasion est donnée à travers ce procès à la justice burkinabé de dire qu'elle a grandi, de dire qu'elle est maintenant dans une perspective de neutralité, elle est dans une perspective de la construction de la démocratie en tant que pilier stratégique et dans la mise en confiance des citoyens. Et donc, de ce point de vue, je trouve que
le point de vue des organisations de la société civile est un point de vue qui me paraît totalement légitime. D'aucuns pensent que ce procès a été ouvert pour contenter le public et rien d'autre. Ce sont les propos de Abdoulaye Yelmongo, qui est le président de l'association des parents des victimes du coup d'État, dans une interview accordée à nos confrères de l'Observateur Palga. Est-ce que vous comprenez son ressentiment? Bon, je crois qu'en tant qu'humain, quand vous avez quelqu'un qui est décédé, parce qu'on n'a pas le même regard quand on est simple citoyen ou que quand on a un parent direct qui a laissé sa vie dans ce projet. En ce moment, on a cette volonté qu'il y ait rapidement la vérité. Mais je crois que, tel que soit son état, je crois, d'énervement, je crois que de mon point de vue, il doit faire confiance à la justice. De toute façon, c'est un dossier qui va être traité par la justice et pas par une autre structure. Alors, on termine avec ce dossier pour aborder une question plus politique. Cette information politique la semaine, c'est l'arrivée au sein de l'alliance des partis de la majorité présidentielle de cette nouvelle formation politique. Dans l'opinion, certains regardent d'un œil un peu circonspect ces nouveaux arrivants, pour ne pas dire qu'ils vont jusqu'à penser qu'ils ont répondu à un appel à la soupe. Écoutez, moi je crois que le problème est mal posé. Aujourd'hui, il n'est pas question de soupe. Aujourd'hui, les Burkinabés attendent de leurs gouvernants d'apporter des réponses, je dirais, conséquentes à leurs préoccupations. Et cette mentalité de soupe, je crois que nous devons la dépasser. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous inscrire dans une responsabilité des hommes politiques. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2014 de très important dans ce pays. Les gens ont décidé de tourner une page d'un certain nombre de pratiques pour construire un pays prospère, qui soit basé sur la bonne gouvernance, sur la transparence et surtout sur la gestion équitable, n'est-ce pas, des richesses de ce pays. Donc, de mon point de vue, le problème, il est mal posé. Alors, en tant que parti majoritaire, je crois qu'il est de notre droit de nous ouvrir à d'autres formations politiques. Parce qu'un parti qui n'a pas de nouveaux adhérents n'est pas un parti qui est appelé vraiment dans le long terme à pouvoir ratisser, à pouvoir s'installer dans les plus petits hameaux de notre pays. Donc, de ce point de vue, c'est une très bonne approche de mon parti qui fait venir des gens. Et je crois élargir son alliance. Il faut élargir l'alliance. Je crois qu'il faut même souvent parler avec ceux qui étaient contre vous. Je crois que la force de conviction d'un parti, c'est de pouvoir rassembler des gens qui s'étaient opposés à lui. Moi, je crois que ça, c'est très important. Il faut convaincre ceux qui étaient opposés pour venir travailler avec soi. Alors, on termine sur une question de gouvernance interne. On a 1 minute pour en parler. C'est cette remise à plat de la rémunération des fonctionnaires de l'État. Le Premier ministre a rencontré les différents acteurs, disons les forces vives de la nation. C'est ainsi en tout cas qu'ils ont été qualifiés. Le dossier leur a été transmis. Ils ont 21 jours pour rendre une conclusion. Quelle perspective vous avez justement sur cette démarche-là? Pour moi, le président du FASO a été très bien inspiré. Alors, nous étions dans une logique de cas par cas, où chaque couche de la société revendiquait pour elle-même. Et le président a dit, nous allons arrêter cela. Nous allons organiser une grande rencontre où tous les acteurs vont se retrouver et nous allons discuter à bâton rompu sur les rémunérations des travailleurs dans ce pays. Parce qu'on ne peut plus s'inscrire dans une logique qui va nous amener droit au mur. Parce qu'il s'agit aujourd'hui dans ce pays de créer de nouvelles richesses. Il s'agit dans ce pays de créer les conditions pour l'enrichissement des individus. Et donc on ne peut pas, dans une logique de progression économique, consacrer tout ce qu'on gagne au salaire sans créer des emplois. Moi je crois que c'est en cela que je trouve qu'il est très important. Et la problématique, c'est aussi celle de l'équité entre les fonctionnaires de l'État. Mais tout à fait. Je crois que c'est une enceinte qui va permettre de discuter de toutes ces questions. Et il y a de l'intoxication autour de la remise en cause des droits acquis. Je ne pense pas. Je crois que tout le monde verra ce que l'État a et tout le monde verra comment on peut répartir de telle sorte que désormais au Burkina Faso, chacun puisse vivre
selon ce qu'il a fait comme travail, selon ce qu'il a fait comme contribution à l'œuvre de création de la richesse dans l'équité et dans la transparence. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci, Monsieur Koné, d'être passé nous voir. Okay. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, c'est fini pour la brèche. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche à partir de 18h45. Bonsoir.